Le verre d'eau s'est renversé sur le parquet. Je l'ai fait tomber en attrapant le téléphone. L'eau se répand lentement vers le tapis. Je la regarde couler sans bouger. 4h18 du matin. Marion ne m'appelle jamais à cette heure. Jamais. Ma main tremble tellement que je dois tenir le téléphone à deux mains pour le porter à mon oreille. Dans le silence de la nuit à Reims, je peux entendre mon propre souffle. Court, irrégulier, comme si mon corps savait déjà quelque chose que mon esprit refuse encore de comprendre. Allô, Marion, maman, il faut que tu viennes. Maintenant, je suis à l'hôpital Robert Debré. Ne pose pas de questions, viens juste. Puis elle a raccroché. 3 phrases. 15 secondes. Le monde qui bascule. Je reste assise au bord du lit. L'eau continue de couler. Je regarde mes pieds nus sur le parquet froid. Mes orteils sont blancs. Je ne les sens plus. Je ne sens plus rien du tout sauf ce poids énorme qui vient de s'installer dans ma poitrine. Quelque chose de lourd. Quelque chose de définitif. Je m'appelle Anne-Claire Dubois. J'ai 78 ans. Je vis seule dans cet appartement du boulevard Lundy depuis que mon mari est mort il y a 6 ans. Je connais chaque centimètre de ces 45 mètres carrés. Je connais le bruit que fait le radiateur quand il se met en route à 5 heures. Je connais la fissure au plafond de la cuisine qui ressemble à une carte de France. Je connais ma vie. J'ai toujours cru la connaître. Mais là, maintenant, dans ce silence qui suit l'appel de Marion, je réalise quelque chose de terrible. Je ne connais rien du tout. Je me lève. Mes jambes tremblent. Je dois m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Le papier peint est rugueux sous ma paume. Je respire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Comme on me l'a appris après l'infarctus il y a 4 ans. Respirer pour calmer le cœur. Respirer pour ne pas paniquer. Mais ça ne marche pas. Rien ne marche. Marion est à l'hôpital. Ma fille unique. Mon bébé. Même si elle a 33 ans maintenant. Même si elle vit sa vie loin de moi depuis des années. Elle sera toujours mon bébé. Je traverse l'appartement dans le noir. Je ne prends même pas la peine d'allumer. Je connais le chemin par cœur. La chambre, le couloir étroit, la salle de bain. J'ouvre l'armoire. Je prends les premiers vêtements que je trouve. Un pantalon en laine, un pull épais, mon manteau d'hiver accroché derrière la porte. Mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à fermer les boutons. Dans le miroir au-dessus du lavabo, j'aperçois mon reflet. Une vieille femme aux cheveux blancs défaits, le visage creusé par la peur, les yeux grands ouverts. J'ai l'air d'un fantôme. Je détourne le regard. Mes chaussures sont près de la porte d'entrée. Je les enfile sans les lasser. Je prends mon sac, mes clés, mon téléphone. Tout ça dans un brouillard. Comme si mes mains savaient quoi faire pendant que ma tête refuse encore de comprendre. L'hôpital Robert Debré. Pourquoi Marion est à l'hôpital? Je descends les escaliers en m'accrochant à la rampe. Mes jambes sont molles. À chaque marche, je sens mon cœur qui cogne contre mes côtes. Trop fort, trop vite. Les néons du hall d'entrée me brûlent les yeux. Je sors dans le froid de janvier. La rue est déserte. Pas une voiture. Pas un bruit. Juste le vent glacial qui souffle entre les immeubles. Je marche vers l'arrêt de bus, mais je sais qu'il n'y aura rien avant 6 heures. Il est 4h25 maintenant. Je ne peux pas attendre. Je cherche mon téléphone. J'appelle un taxi. Ma voix tremble quand je donne l'adresse. 15 boulevard Lundy. Je vais à l'hôpital Robert Debré. S'il vous plaît, dépêchez-vous. 10 minutes d'attente. 10 minutes qui durent une éternité. Je reste debout sous le lampadaire. Le froid me traverse, mais je ne le sens pas vraiment. Tout ce que je sens, c'est cette boule dans ma gorge qui grossit. Cette terreur qui monte. Marion à l'hôpital. Marion qui m'appelle au milieu de la nuit. Marion qui me dit de venir sans poser de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident. Maladie. Agression. Les mots tournent dans ma tête sans s'arrêter. Je pense à sa voix au téléphone. Calme. Trop calme. Comme quelqu'un qui est sous le choc. Comme quelqu'un qui essaie de ne pas craquer. Les phares du taxi apparaissent au bout de la rue. Je monte à l'arrière. Le chauffeur me regarde dans le rétroviseur.
Il doit voir la peur sur mon visage parce qu'il ne dit rien. Il démarre sans un mot. Reims est vide à cette heure. Les rues sont désertes, les vitrines éteintes. Les feux tricolores clignotent dans le vide. Nous traversons la ville comme si nous étions seuls au monde. Je regarde par la fenêtre sans vraiment voir. Tout défile. Les façades, les enseignes, les parcs endormis. Ma vie défile aussi. Je pense à Marion petite, ses cheveux blonds attachés en couette, son rire qui résonnait dans tout l'appartement, sa main dans la mienne quand nous marchions jusqu'à l'école. Je pense à Marion adolescente, rebelle, silencieuse, enfermée dans sa chambre pendant des heures. Je pense à Marion adulte, distante, polie, qui vient déjeuner le dimanche par obligation plus que par envie. Quand est-ce que j'ai perdu ma fille? Quand est-ce qu'elle a cessé de me parler vraiment? Le taxi s'arrête devant l'hôpital. Les urgences sont éclairées comme en plein jour. Je paie, je sors. Le vent me gifle le visage. Je cours presque vers l'entrée. Mes chaussures mal lacées claquent sur le bitume. Les portes automatiques s'ouvrent. L'odeur de désinfectant me prend à la gorge. Les néons sont trop blancs, trop violents. Une femme en blouse blanche est assise derrière un comptoir. Elle lève les yeux vers moi. Je cherche ma fille, Marion Dubois. Elle m'a appelée, elle m'a dit de venir. La femme tape sur son ordinateur, elle fronce les sourcils. Marion Dubois. Oui. 3e étage. Service gynécologie. Les ascenseurs sont au fond à gauche. Service gynécologie. Le mot résonne dans ma tête. Gynécologie. Pourquoi Marion serait au service gynécologie? Je ne pose pas la question. Je marche vers les ascenseurs. Mes jambes sont lourdes, comme si je portais des pierres attachées aux chevilles. J'appuie sur le bouton, les portes s'ouvrent, je monte. 3e étage, les portes s'ouvrent sur un couloir blanc. Silence absolu. Juste le bruit de mes pas sur le lino. Une infirmière sort d'une chambre. Elle me voit. Elle s'approche. Vous êtes la maman de Marion Dubois. Oui. Où est-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien maintenant. Elle est dans la chambre 312, au bout du couloir à droite. Elle vous attend. L'infirmière me regarde avec quelque chose dans les yeux. Quelque chose qui ressemble à de la pitié. Ça me glace le sang. Je marche dans le couloir. Mes mains sont moites. Mon cœur bat tellement fort que j'entends le sang dans mes oreilles. Chambre 312. La porte est entr'ouverte. Je pousse doucement. Marion est assise dans le lit. Les cheveux défaits, le visage pâle. Elle porte une chemise d'hôpital bleu clair. Quand elle me voit, elle ne sourit pas. Elle ne pleure pas non plus. Elle me regarde juste, avec des yeux que je ne reconnais pas. Maman. Marion. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je m'approche du lit. Je tends la main pour toucher son bras, mais elle recule légèrement. Juste assez pour que je comprenne qu'elle ne veut pas être touchée. Mon cœur se serre. Assieds-toi, maman. Sa voix est plate, sans émotion, comme si elle parlait à une étrangère. Je tire la chaise près du lit. Je m'assois. Mes jambes ne me portent plus. Marion me regarde longuement. Puis elle dit « Maman, je ne te demande pas de réagir. Je te demande juste d'écouter jusqu'au bout. Parce que cette fois, tout est lié. Tout est lié. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Avant que je puisse poser la question, elle continue. « Je viens de perdre un bébé. Je veux dire, j'étais enceinte, depuis 3 mois, et cette nuit j'ai fait une fausse couche. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je t'ai appelé. » Le monde s'arrête. Marion, enceinte. Marion qui n'a jamais eu de petite amie depuis des années. Marion qui vit seule dans son studio près de la cathédrale. Marion qui me dit à chaque déjeuner du dimanche qu'elle n'a pas le temps pour une relation. Je ne comprends pas. Tu étais enceinte. Mais qui? Je veux dire. Elle lève la main pour me faire taire. Ne m'interromps pas, maman. S'il te plaît. Parce que si tu m'interromps, je ne pourrai pas le dire. Et il faut que je le dise. Maintenant que c'est fini. Maintenant que le bébé est parti. Il faut que je te dise la vérité. La vérité. Quel genre de vérité nécessite ce genre de préambule? Marion prend une grande inspiration. Ses mains agrippent le drap blanc. Ses jointures sont blanches. Elle me regarde droit dans les yeux.
Et elle dit, « Le père du bébé que je viens de perdre, c'est quelqu'un que tu connais, maman. Quelqu'un que tu connais très bien. Quelqu'un qui venait manger à la maison tous les dimanches pendant des années. Quelqu'un en qui tu avais confiance. Quelqu'un que tu laissais seul avec moi sans te poser de questions. » Mon sang se glace. Non, elle ne peut pas être en train de dire ce que je crois qu'elle dit. Marion continue. Sa voix est mécanique maintenant, comme si elle récitait un texte appris par cœur. « Tu te souviens, maman, tous ces dimanches, toutes ces années, tu te souviens comme il était gentil, comme il apportait toujours un dessert, comme il me posait des questions sur mes études, sur mon travail, comme il s'intéressait à moi. Tu trouvais ça normal, tu trouvais ça bien même. Je ne peux plus respirer. Marion qui? Attends, maman, laisse-moi finir, parce que je dois tout te dire dans l'ordre, sinon tu ne comprendras pas, sinon tu ne croiras pas. » Elle ferme les yeux un instant. Quand elle les rouvre, ils sont remplis de larmes. Mais elle ne pleure pas. Les larmes restent juste là au bord des paupières, suspendues. Ça a commencé quand j'avais 16 ans, maman. Tu t'en souviens? Cette année-là, 2007. Papa venait juste de mourir. Tu étais tellement perdue, tellement triste. Et lui, il était là, toujours là. Il disait qu'il voulait nous aider, qu'on était comme sa famille. Tu étais tellement reconnaissante, maman, tellement soulagée d'avoir quelqu'un sur qui t'appuyer. 16 ans. 2007. Mon mari est mort d'un cancer du poumon en mars 2007. Marion avait 16 ans. J'étais effondrée. Je ne savais plus comment fonctionner, comment payer les factures, comment élever une adolescente toute seule. Et c'est vrai, il était là, toujours là. Mais là maintenant, dans cette chambre d'hôpital, je sens quelque chose de noir qui monte en moi. Qui, Marion? Dis-moi qui. Elle me regarde, et elle prononce un nom, un seul nom. Et tout s'effondre. Avant que vous ne me demandiez comment j'ai pu ne pas voir, je veux que vous compreniez quelque chose. Là où vous êtes maintenant, dans votre ville, à cette heure qu'il est chez vous. Je veux que vous me disiez, est-ce que vous avez déjà cru connaître quelqu'un? Vraiment, profondément. Et est-ce que cette personne s'est révélée être exactement le contraire de ce que vous pensiez? Mettez-le dans les commentaires. Dites-moi votre ville, dites-moi l'heure. Parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule, que je ne suis pas folle. Et si cette histoire vous touche, laissez un like. Abonnez-vous, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et peut-être que celle de demain sera celle que quelqu'un que vous aimez a besoin d'entendre. Maintenant, laissez-moi continuer. Laissez-moi vous dire le nom qu'elle a prononcé. Théo Marchand. Théo Marchand, le meilleur ami de mon mari. L'homme qui était témoin à notre mariage. L'homme qui a tenu Marion dans ses bras le jour de sa naissance. L'homme qui venait déjeuner chez nous tous les dimanches depuis 30 ans. L'homme que je considérais comme un frère. Non, c'est le seul mot qui sort de ma bouche. Non, non, non. Marion ne bouge pas. Elle me regarde juste, avec cette expression vide. Comme si elle n'avait plus de larmes, plus d'émotions, plus rien. Si, maman. Oui, Théo. Je secoue la tête. Je me lève de la chaise. Je recule. Mes jambes heurtent le mur derrière moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas entendre ça. C'est impossible. Théo ne ferait jamais. Il est comme un oncle pour Marion. Il l'a vu grandir. Il l'a. Oh mon Dieu. Il l'a vu grandir. Marion continue de parler. Sa voix est monotone, détachée. Tu te souviens, maman? Cet été-là, 2007, tu m'avais demandé de rester à la maison pendant que tu allais faire les courses. Théo était là. Il avait dit qu'il resterait avec moi, pour me tenir compagnie, pour que je ne sois pas seule. Tu avais dit que c'était gentil de sa part. Tu te souviens? Je me souviens. Je me souviens parfaitement. C'était un dimanche de juillet. Il faisait chaud. Théo était venu déjeuner comme d'habitude. Après le repas, il avait proposé de rester pendant que j'allais au supermarché. J'avais dit oui. Bien sûr que j'avais dit oui. C'était Théo, mon ami. Le seul homme en qui j'avais confiance après la mort de mon mari. Marion regarde ses mains. Elle parle toujours de cette voix plate. Ce jour-là, maman. Ce dimanche de juillet, quand tu es partie. Il m'a dit qu'il voulait me parler, qu'il s'inquiétait pour moi.
que je lui manquais de sourire depuis la mort de papa. Il m'a demandé de m'asseoir à côté de lui sur le canapé. Je l'ai fait. Parce que c'était Théo? Parce que je lui faisais confiance? Non. Non, non, non. Maman, s'il te plaît, laisse-moi finir. Tu as dit que tu écouterais jusqu'au bout. Elle a raison. J'ai dit que j'écouterais. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas entendre la suite. Parce que je sais déjà. Mon corps sait déjà. Mes mains tremblent. Mon estomac se tord. Je vais vomir. Marion continue. Il a posé sa main sur mon genou. Il a dit que j'étais devenue une belle jeune femme, que papa aurait été fier de moi. J'ai dit merci, parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Et puis sa main est montée, lentement, sur ma cuisse. Et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Mais je ne savais pas quoi faire. C'était Théo, maman, ton ami, l'ami de papa. Comment est-ce que je pouvais penser du mal de lui? Je tombe à genoux, littéralement. Mes jambes ne me portent plus. Je tombe sur le sol froid de la chambre d'hôpital. Mes mains se plaquent contre le lino. Je ne peux plus respirer. Il y a un poids énorme sur ma poitrine, comme si quelqu'un m'écrasait. Marion descend du lit. Elle s'accroupit devant moi. Elle ne me touche toujours pas. Mais elle est là, tout près. Respire, maman. Respire. Je ne peux pas. Il faut que tu respires, parce que ce n'est pas fini. Il faut que je te dise tout. Tout. Il y a pire que ça. Comment est-ce qu'il peut y avoir pire? Marion se rassoit sur le lit. Elle attend que je me relève, que je retourne sur la chaise. Je le fais comme un automate. Mes mouvements sont mécaniques. Je ne sens plus mon corps. Elle continue. Ce jour-là, il ne s'est rien passé de plus. Tu es rentré avant. Mais après, ça a continué. À chaque fois que tu nous laissais seuls. Il trouvait une excuse. Pour me toucher, pour me parler de façon étrange, pour me dire des choses qu'un homme de son âge ne devrait pas dire à une fille de 16 ans. Et moi je ne savais pas comment te le dire, maman. Parce que j'avais peur. Peur que tu ne me crois pas. Peur que ça te fasse du mal. Peur de détruire le seul soutien qu'on avait après la mort de papa. Mon Dieu! Marion, ma petite fille, elle avait peur de me le dire. Elle portait ça toute seule. Pendant combien de temps? Combien de temps, Marion? Elle me regarde, et elle dit « 17 ans, maman. Ça fait 17 ans. Le monde explose. 17 ans. Depuis qu'elle avait 16 ans jusqu'à maintenant. 33 ans. 17 années de manipulation, de mensonges, d'abus. Et moi, je ne savais rien. Je me lève à nouveau. Cette fois, je ne tombe pas. Cette fois, je marche vers la fenêtre. Je regarde dehors. La nuit est encore noire. Les lumières de Reims clignotent au loin. Quelque part dans cette ville, Théo Marchand dort tranquillement dans son lit, sans savoir que tout est en train de s'effondrer. Ou peut-être qu'il sait, peut-être qu'il se doute, peut-être qu'il attend. Je me retourne vers Marion. Ma voix est brisée quand je parle. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce que je ne peux plus mentir, maman. Parce que cette nuit, quand j'ai senti le bébé partir, quand j'ai compris que je ne serais jamais mère de cet enfant, j'ai réalisé que je ne pouvais plus porter ce secret, que je ne pouvais plus protéger quelqu'un qui ne mérite pas d'être protégé, que je ne pouvais plus te laisser l'inviter chez toi tous les dimanches sans savoir ce qu'il est vraiment. Tous les dimanches, tous ces dimanches où Théo venait déjeuner, où il apportait son dessert préféré, où il me demandait des nouvelles de Marion, où il souriait, où il riait, où il était gentil. Tous ces dimanches où il touchait ma fille, je vais être malade. Je cours vers la salle de bain attenante à la chambre. Je ferme la porte. Je tombe devant les toilettes. Je vomis, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans mon estomac, juste de la bile amère. Je m'assois par terre. Le carrelage est glacé. Je tremble. Tout mon corps tremble. Derrière la porte, j'entends Marion qui pleure enfin. Et moi je reste là, sur le sol froid d'une salle de bain d'hôpital, à comprendre que ma vie entière était un mensonge. Je suis née le 15 octobre 1946 à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Ma mère s'appelait Geneviève Lacroix. Mon père s'appelait Robert Lacroix. Ils tenaient une petite épicerie rue de la République. J'étais leur seul enfant.
Leur miracle après 10 ans de mariage et 3 fausses couches. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Pourquoi je remonte si loin alors que Marion vient de me dire l'innommable? Parce que pour comprendre comment j'ai pu ne rien voir, il faut comprendre qui je suis, d'où je viens, comment j'ai été élevé. Mon père était un homme dur, pas méchant, juste dur, un homme qui avait connu la guerre, l'occupation, la faim, les dénonciations. Il ne parlait jamais de cette période, mais elle était là, dans ses silences, dans sa façon de tout contrôler, dans sa méfiance envers les étrangers. Ma mère était douce, trop douce peut-être. Elle ne contredisait jamais mon père. Elle baissait les yeux quand il haussait la voix. Elle nous apprenait à obéir sans poser de questions, à faire confiance aux figures d'autorité, à ne jamais faire de vagues. J'ai grandi dans cette atmosphère. Respect, obéissance, confiance absolue en ceux qui étaient censés nous protéger. Les parents, les professeurs, les prêtres, les amis de la famille, les amis de la famille. Théo Marchand est entré dans notre vie en 1973. J'avais 27 ans. Je venais d'épouser Jean Dubois. Théo était son témoin au mariage, son meilleur ami depuis l'école primaire. Ils s'étaient connus à 7 ans, inséparables depuis. Théo avait le même âge que Jean, 28 ans à l'époque. Grand, brun, souriant, célibataire. Il disait qu'il n'avait jamais trouvé la bonne personne, qu'il était marié à son travail. Il était comptable dans une entreprise de textile, un emploi stable, respectable. Tout le monde aimait Théo. Il était drôle, serviable, toujours disponible. Quand on a emménagé dans notre premier appartement, c'est lui qui nous a aidés à porter les meubles. Quand notre voiture est tombée en panne, c'est lui qui est venu nous dépanner. Quand Marion est née en 1991, c'est lui qui était le premier à l'hôpital après les grands-parents. Il était de toutes les fêtes, tous les anniversaires, tous les dimanches, pendant 30 ans, 30 années de présence constante, fidèle, rassurante. Comment aurais-je pu imaginer? Marion me regarde. Elle sait ce que je pense. Elle le lit sur mon visage. Ne te fais pas ça, maman. Ce n'est pas ta faute. Mais si c'est ma faute, je suis ta mère. J'aurais dû voir. J'aurais dû savoir. Elle secoue la tête. Personne ne pouvait voir maman. C'est comme ça que ça marche, ces gens-là. Ils choisissent leurs victimes, ils construisent leur réputation, ils gagnent la confiance de tout le monde. Et après ils frappent, en silence, dans l'ombre, là où personne ne regarde, ces gens-là. Ma fille parle de Théo comme d'un prédateur. Et elle a raison. Mon Dieu, elle a raison. Raconte-moi, Marion, ce dimanche de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle prend une grande inspiration. Ses mains agrippent le drap blanc du lit d'hôpital. Elle fixe le mur devant elle. Sa voix devient mécanique, comme si elle récitait un rapport, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Tu es parti vers 15 heures. Théo et moi, on était dans le salon. Il faisait trop chaud dehors. On avait mis la climatisation, je regardais la télévision, un film que je ne regardais pas vraiment. J'étais perdue dans mes pensées. Je pensais à papa, à combien il me manquait, à combien tout était vide sans lui. Théo s'est assis à côté de moi sur le canapé. Il a dit qu'il voyait bien que j'allais mal, que je ne souriais plus comme avant, que papa aurait été triste de me voir comme ça. J'ai dit que je faisais de mon mieux, que c'était dur. Il a hoché la tête. Il a dit qu'il comprenait, que lui aussi il souffrait, que papa lui manquait tous les jours. Puis il a posé sa main sur mon genou. Au début, je n'ai rien pensé. C'était un geste de réconfort, normal, comme quand quelqu'un vous tape l'épaule pour vous consoler. Mais sa main est restée là, trop longtemps, et j'ai commencé à sentir un malaise, quelque chose qui n'allait pas. Il a dit que j'étais devenue une très belle jeune femme, que j'avais les yeux de papa, le sourire de maman, que j'allais briser des cœurs. J'ai ri nerveusement. Je ne savais pas quoi répondre. C'était bizarre comme compliment. Mais c'était Théo, tonton Théo. Celui qui me donnait des bonbons quand j'étais petite, celui qui m'avait appris à faire du vélo. Comment pouvait-il dire quelque chose de mal? Sa main a bougé, lentement. Elle est montée sur ma cuisse, pas beaucoup, juste un peu, juste assez pour que je me fige,
pour que mon cerveau se mette à hurler quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. J'ai dit que j'avais soif. Je me suis levée brusquement. Je suis allée dans la cuisine. Mon cœur battait tellement fort. Mes mains tremblaient en remplissant un verre d'eau. Je me disais que j'avais imaginé, que j'étais parano, que c'était juste un geste innocent, mal interprété. Théo est entré dans la cuisine derrière moi. Il s'est approché. Trop près. Je sentais son odeur, son aftershave, son haleine. Il a dit qu'il ne voulait pas me mettre mal à l'aise, que j'étais spéciale pour lui, que depuis la mort de papa, il se sentait responsable de moi, qu'il voulait prendre soin de moi. Il a levé la main, il a touché mes cheveux, il a dit qu'ils étaient doux, qu'ils sentaient bon. Et là, j'ai su. J'ai su que ce n'était pas innocent, que ce n'était pas normal, que quelque chose de très grave était en train de se passer. J'ai reculé. J'ai dit que tu allais bientôt rentrer, que je devais ranger ma chambre. Je me suis enfuie littéralement. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise sur mon lit. Je tremblais de tout mon corps. 10 minutes plus tard, tu es rentré. Tu as appelé. Tu as dit que tu avais besoin d'aide pour porter les courses. Je suis descendue. Théo était dans le salon. Il souriait, comme si rien ne s'était passé, comme si tout était normal. Il est resté encore 1 heure. Vous avez bu un café, vous avez parlé, vous avez ri. Et moi j'étais là, silencieuse, paralysée, en me demandant si j'avais rêvé, si j'étais folle. Quand il est parti, il m'a fait la bise, comme toujours. Mais cette fois, j'ai senti ses lèvres s'attarder trop longtemps sur ma joue. Cette fois, j'ai senti sa main dans mon dos descendre un peu trop bas. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée, à me demander ce que j'allais faire, à qui j'allais le dire, comment j'allais le dire. Mais je ne l'ai jamais dit, maman, parce que le dimanche suivant, quand Théo est revenu, il s'est comporté normalement. Rien, pas un geste déplacé, pas un regard bizarre, rien. Et j'ai commencé à croire que j'avais vraiment imaginé, que j'étais parano, que le chagrin me faisait voir des choses qui n'existaient pas. Marion s'arrête. Elle me regarde. Ses yeux sont pleins de larmes. Mais je n'avais rien imaginé, maman. Parce que 3 semaines plus tard, ça a recommencé. Mon cœur se brise. Ma petite fille, 16 ans, qui portait ça toute seule, qui se croyait folle, qui n'osait pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé 3 semaines plus tard? Marion essuie ses larmes. Elle continue. Tu étais allée chez le médecin. Tu avais rendez-vous pour tes analyses de sang. Tu m'avais demandé si ça me dérangeait de rester seule. J'avais dit non. Mais Théo était là. Il était passé à l'improviste, soi-disant. Il a proposé de rester avec moi le temps que tu rentres. Tu as dit oui. Bien sûr que tu as dit oui. Dès que tu es parti, il a changé. Son visage, son attitude, tout. Il s'est approché de moi. Il a dit qu'il n'avait pas arrêté de penser à moi, que j'étais magnifique, que j'étais spéciale, que personne ne me comprendrait jamais comme lui me comprenait. J'ai essayé de m'éloigner. Il m'a attrapé le bras. Pas fort. Juste assez pour me retenir. Il a dit qu'il ne me ferait jamais de mal, qu'il m'aimait, que c'était de l'amour, pas quelque chose de sale, de l'amour pur, véritable. Il a essayé de m'embrasser. J'ai tourné la tête. Ses lèvres ont atterri sur ma joue. Il a ri. Il a dit que j'étais timide, que c'était normal, que ça viendrait avec le temps. Le temps. Comme s'il y allait avoir d'autres fois, comme si c'était le début de quelque chose. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit que j'allais te le dire. Il a souri, un sourire froid. Et il a dit « Vas-y, dis-le à ta mère. Dis-lui que l'homme qui a été là pour vous depuis la mort de ton père, l'homme qui vous a aidé à payer les factures, l'homme qui a été comme un second père pour toi, dis-lui qu'il t'a touché. Et regarde si elle te croit. Regarde si elle ne pense pas que tu es en train de devenir folle de chagrin. » J'ai compris à ce moment-là qu'il avait tout prévu, tout calculé, qu'il savait exactement ce qu'il faisait, qu'il n'avait pas peur parce qu'il savait que je ne dirais rien. Et il avait raison, maman. Je n'ai rien dit. Je ne peux plus retenir mes larmes. Elles coulent sur mes joues. Ma gorge est serrée. Je veux parler, mais aucun son ne sort.
Marion me tend un mouchoir de la boîte sur la table de nuit. Elle attend que je me calme. Puis elle continue. Après ça s'est installé dans une routine. Les dimanches, les visites impromptues, à chaque fois qu'il pouvait me coincer seul. Il me touchait, les bras, les cheveux, le dos. Il disait des choses horribles déguisées en compliments. Il m'apportait des cadeaux, des bijoux, des vêtements. Il disait que c'était notre secret, que personne ne comprendrait. Et moi je vivais dans la terreur. Terreur qu'il aille plus loin, terreur que tu découvres, terreur de perdre le seul soutien qu'on avait. Parce que c'était vrai, maman. Théo nous aidait financièrement. Tu ne gagnais pas beaucoup à la bibliothèque. Papa n'avait pas laissé grand-chose. Théo payait des factures. Il nous prêtait de l'argent. Il disait que c'était normal, qu'on était sa famille. Comment est-ce que je pouvais te dire? Comment est-ce que je pouvais risquer de tout détruire? Tu étais déjà si fragile, maman, si perdue, si triste. Comment est-ce que je pouvais ajouter ça à ton fardeau? Alors je me suis tue. Je me suis enfermée dans le silence. J'ai survécu, jour après jour, semaine après semaine, année après année, année après année. Mon Dieu, Marion, pendant combien de temps? Elle ne répond pas tout de suite. Elle regarde par la fenêtre. L'aube commence à poindre. Le ciel passe du noir au gris sombre. Ça a duré jusqu'à mes 18 ans. 2 ans de cet enfer. 2 ans où j'ai appris à devenir invisible, à m'habiller large, à éviter son regard, à ne jamais être seule dans une pièce avec lui. 2 ans où j'ai développé des stratégies de survie. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon bac. J'ai postulé pour l'université. À Lille, le plus loin possible. Tu te souviens, maman? Tu ne comprenais pas pourquoi je voulais partir, pourquoi je ne voulais pas rester à Reims, pourquoi je refusais de vivre à la maison et de faire mes études ici. Je me souviens. J'étais blessée. Je pensais qu'elle voulait s'éloigner de moi, que j'avais échoué en tant que mère, qu'elle avait besoin d'espace. Je l'avais laissée partir en pleurant. J'ai vécu à Lille pendant 5 ans, mes années de licence et de master en lettres modernes, 5 années de liberté relative. Je rentrais à Reims seulement pour les vacances, et à chaque fois je m'arrangeais pour ne jamais être seule avec Théo. Mais il trouvait toujours un moyen, un message, un appel, un cadeau envoyé par la poste, une visite surprise à Lille soi-disant pour affaires. Il me laissait jamais tranquille complètement. Il me rappelait constamment qu'il était là, qu'il attendait, qu'un jour je comprendrais. À 23 ans, j'ai fini mes études. J'ai trouvé un poste de professeur de français dans un collège à Reims. Je suis rentrée. Tu étais tellement heureuse, maman. Tu disais que tu avais enfin ta fille près de toi, que la maison était moins vide. Mais pour moi, c'était un cauchemar. Parce que les dimanches ont recommencé. Les déjeuners, les visites. Et Théo qui devenait de plus en plus audacieux, de plus en plus possessif. Il disait que j'étais une femme maintenant, que j'étais assez âgée pour comprendre ce qu'il ressentait, que c'était le moment de laisser notre relation évoluer. Notre relation. Il appelait ça une relation. Il fallait que je m'en aille. Définitivement. Alors j'ai pris un studio près de la cathédrale. Petit. Cher. Mais à moi. Mon espace. Mon refuge. Tu étais encore blessée, maman. Tu ne comprenais pas pourquoi je ne voulais pas vivre avec toi. Pourquoi je préférais payer un loyer alors que j'avais une chambre gratuite chez toi. Je ne savais pas, Marion. Je ne savais rien de tout ça. Si j'avais su, je sais, maman. Maintenant, je sais que tu ne savais pas. Mais à l'époque, j'étais convaincue que si je te le disais, tu ne me croirais pas. Ou pire que tu me croirais et que ça te détruirait. Alors j'ai continué à me taire, à venir déjeuner le dimanche, à supporter sa présence, à esquiver ses avances. Pendant des années, j'ai vécu comme ça, dans une sorte d'équilibre précaire. Je travaillais, j'avais quelques amis, mais jamais de petite amie, jamais de relation sérieuse. Parce que comment est-ce que je pouvais expliquer? Comment est-ce que je pouvais laisser quelqu'un entrer dans ma vie alors que Théo était toujours là, toujours présent, toujours à me rappeler qu'il m'appartenait d'une certaine façon? Et puis il y a 1 an, janvier 2023, quelque chose a changé. 1 an. Il y a seulement 1 an. Qu'est-ce qui a changé, Marion? Elle ferme les yeux. Ses mains tremblent. Elle les cache sous le drap. Il est devenu différent. Plus insistant. Plus agressif.
Il a commencé à dire qu'il en avait assez d'attendre, qu'il avait été patient pendant toutes ces années, qu'il était temps que je lui donne ce qu'il voulait, ce qu'il méritait. Je lui disais non, à chaque fois, clairement, fermement, mais il ne m'écoutait pas. Il disait que je jouais, que je faisais semblant de résister, mais qu'au fond, je voulais la même chose que lui. Un dimanche de mars dernier. Toi, tu étais allé à la pharmacie. Il m'a coincé dans la cuisine. Il a dit que c'était maintenant ou jamais, que si je ne lui donnais pas ce qu'il voulait, il te dirait des choses. Des mensonges. Il dirait que c'était moi qui l'avais séduit, que j'essayais de le manipuler, que j'étais instable mentalement. J'ai paniqué. J'ai essayé de partir. Il m'a attrapé. Il m'a plaqué contre le mur. Il a mis sa main sur ma bouche. Il a dit « Chut, calme-toi. Laisse-moi juste te toucher, juste une fois, et après je te laisserai tranquille. » J'ai eu tellement peur, maman, tellement peur qu'il aille jusqu'au bout. Là, dans ta cuisine, pendant que tu étais à la pharmacie à 5 minutes de la maison. Mais la porte d'entrée s'est ouverte. Tu es rentré. Tu avais oublié ta carte vitale. Théo m'a lâché immédiatement. Il s'est retourné vers l'évier. Il a fait semblant de se laver les mains. Quand tu es entré dans la cuisine, il souriait. Il a dit qu'il m'expliquait une recette, que je voulais apprendre à faire son fameux bœuf bourguignon. Tu as souri. Tu as dit que c'était gentil. Tu as pris ta carte. Tu es reparti. Et moi, je suis resté là, paralysé, incapable de bouger, incapable de parler. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'irai plus au déjeuner du dimanche. Je trouverai des excuses, du travail, des corrections, des formations, n'importe quoi. Mais je ne me mettrai plus dans une situation où Théo pouvait m'approcher. Pendant des mois, j'ai tenu. Je déclinais les invitations. Je disais que j'étais trop occupée, trop fatiguée, trop stressée. Tu étais déçue, maman. Tu disais que je ne venais plus jamais, que tu me voyais à peine. Mais je tenais bon, parce que c'était une question de survie. Et puis, en septembre dernier, il y a eu l'anniversaire de la mort de papa. 16 ans. Tu m'as supplié de venir. Tu as dit qu'on devait être ensemble ce jour-là, que c'était important. Comment est-ce que je pouvais refuser? Je suis venue. Théo était là, bien sûr. Il était toujours là pour les dates importantes, pour les anniversaires, pour les fêtes, toujours présent, toujours fidèle. Ce jour-là, après le déjeuner, tu t'es endormi sur le canapé. Tu étais épuisé, émotionnellement vidé. Théo et moi, on était dans le jardin. Il fumait une cigarette. Je faisais semblant de regarder mon téléphone. Il s'est approché. Il a dit qu'il me trouvait différente, plus froide, plus distante, que je lui manquais, que nos moments ensemble lui manquaient. Je lui ai dit qu'il n'y avait jamais eu de moment ensemble, qu'il avait tout imaginé, que je le détestais depuis le premier jour où il m'avait touché. C'était la première fois que je le disais, la première fois que je mettais des mots clairs sur ce que je ressentais. Il est devenu blanc, puis rouge, puis violet. Il a dit que j'étais une menteuse, une allumeuse, que j'avais cherché son attention pendant des années, que j'avais joué avec lui, que maintenant je le rejetais comme si j'étais trop bien pour lui. J'ai dit que j'allais tout te dire, tout raconter, depuis le début. Il a ri, un rire horrible. Il a dit « Vas-y, raconte ». Mais qui va croire une fille de 33 ans qui prétend avoir été victime à 16 ans et qui n'a jamais rien dit? Qui va te croire quand je dirai que tu es instable, que tu as toujours été bizarre, que tu inventes des histoires pour te rendre intéressante? Et là, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit « De toute façon, si tu parles, je ferai en sorte que ta mère sache tout. Je lui dirai que tu as essayé de me séduire, que tu m'as envoyé des messages, des photos, que tu es obsédé par moi. Je détruirai ta réputation, ton travail, ta vie. Et elle me croira parce qu'elle me fait confiance, parce que je suis là depuis 30 ans, parce que je suis son amie. Je suis rentrée dans la maison. Je t'ai réveillée. J'ai dit que je ne me sentais pas bien, que je devais rentrer chez moi. Tu as dit d'accord. Tu m'as raccompagnée à la porte. Théo était toujours dans le jardin. Il me regardait. Il souriait. Ce soir-là, chez moi, j'ai pleuré pendant des heures. Et j'ai pris une autre décision. Je ne te reverrai plus du tout. Même pas pour les occasions spéciales. C'était trop dangereux, trop douloureux. Je te téléphonerai. Je t'enverrai des messages.
mais je ne viendrai plus. Mais 1 mois plus tard, octobre. Tu as eu un malaise, maman. Tu es tombée dans l'escalier. Tu t'es cassé le poignet. L'hôpital m'a appelé. Je suis venue. Tu étais tellement contente de me voir, tellement soulagée. Tu as dit que tu avais eu si peur, que tu ne voulais pas mourir seule. J'ai réalisé que je ne pouvais pas t'abandonner, que malgré tout tu étais ma mère, que je t'aimais, que je devais trouver un autre moyen. Alors j'ai recommencé à venir, mais seulement quand je savais que Théo ne serait pas là. Je t'appelais avant, je demandais qui serait présent. Si tu disais que Théo venait, je trouvais une excuse. Mais il a compris. Il a compris ce que je faisais. Alors il a changé de tactique. Il s'est mis à venir sans prévenir, à passer soi-disant par hasard, à dire qu'il était dans le quartier, et à chaque fois qu'il me voyait, il trouvait un moyen de me parler seul, de me murmurer des choses, de me rappeler qu'il était toujours là, toujours en attente. Et puis il y a 4 mois, octobre 2023, quelque chose s'est passé. Marion s'arrête. Elle respire profondément. Ses mains tremblent violemment maintenant. Je les prends dans les miennes. Qu'est-ce qui s'est passé, Marion? Elle me regarde droit dans les yeux. Et elle dit les mots que je redoutais d'entendre. Il a trouvé où j'habitais. Mon studio, mon refuge, l'endroit où je me croyais en sécurité. Un soir d'octobre. Il était 22 heures. J'étais rentrée du collège tard. Réunion parents-professeurs. J'étais épuisée. J'ai monté les escaliers de mon immeuble. 3e étage. Pas d'ascenseur. J'ai sorti mes clés. Et là, j'ai vu. Une enveloppe blanche coincée sous ma porte. Mon nom écrit dessus. Marion. Juste mon prénom. Avec cette écriture que je connaissais trop bien. Large, inclinée vers la droite. L'écriture de Théo. Mon sang s'est glacé. Comment est-ce qu'il savait où j'habitais? Je n'avais jamais donné mon adresse à personne. Même pas à toi, maman. Tu savais que je vivais près de la cathédrale, mais pas le numéro, pas l'étage, pas l'immeuble exact. C'était mon secret, mon sanctuaire. J'ai ramassé l'enveloppe. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert la porte. Je suis entrée. J'ai verrouillé derrière moi. 2 tours. La chaîne de sécurité. J'ai vérifié toutes les fenêtres, toutes fermées, toutes verrouillées. Puis je me suis assise sur mon lit. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Et dessus, quelques mots. Je sais où tu vis maintenant. Je sais que tu rentres tard le mardi. Je sais que tu es seule. On devrait parler, Marion. Vraiment parler. Sans ta mère entre nous. Sans personne entre nous. Juste toi et moi. Comme ça aurait toujours dû être. Pas de signature, pas besoin. J'ai vomi. Là. Sur le sol de mon studio. Je n'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Mon corps a réagi avant mon cerveau. Cette terreur pure, primitive. Il savait où je vivais. Il était venu ici, devant ma porte. Peut-être qu'il m'avait attendu. Peut-être qu'il m'avait suivi sans que je le remarque. Pendant combien de temps est-ce qu'il m'observait? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise contre la porte d'entrée, un couteau de cuisine dans la main, en écoutant chaque bruit, chaque craquement, chaque pas dans le couloir. Le lendemain, j'ai appelé un serrurier. J'ai fait changer toutes les serrures. J'ai fait installer un verrou supplémentaire, une chaîne plus solide. J'ai acheté une barre de sécurité pour coincer sous la poignée. Mais ça ne suffisait pas, parce que le problème, ce n'était pas la porte. Le problème, c'est qu'il savait. Il savait où me trouver. Il pouvait venir quand il voulait. M'attendre, me suivre, me coincer. Pendant des semaines, j'ai vécu dans la terreur. Je regardais derrière moi constamment. Je changeais de chemin pour rentrer chez moi. Je ne sortais jamais après la nuit tombée. Je faisais livrer mes courses. Je ne répondais pas à la porte sans regarder par le Judas. Et puis, un soir de novembre, 3 semaines après la lettre, on a frappé à ma porte. 3 coups. Ferme, décidé. J'ai regardé par le Judas. Mon cœur s'est arrêté. Théo. Il était là, devant ma porte, en costume, comme s'il sortait du travail. Il tenait un bouquet de fleurs à la main. J'ai reculé, sans faire de bruit. J'ai éteint la lumière, j'ai arrêté de respirer. Il a frappé encore.
plus fort cette fois. Marion. Je sais que tu es là. Ta voiture est garée en bas. Ouvre-moi. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas bougé. Je suis resté figé dans le noir. Mon dos contre le mur, les yeux fermés. Il a attendu. 5 minutes, 10 minutes. Puis j'ai entendu quelque chose qui a failli me faire hurler. Le bruit d'une clé dans la serrure. Il essayait d'ouvrir ma porte. Il avait une clé. Ou il essayait de crocheter la serrure. Je ne sais pas. Mais j'entendais le métal gratter contre le métal, le verrou qui bougeait, la poignée qui tournait. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai composé le 17, la police. Mais je n'ai pas appelé, pas encore. Parce que qu'est-ce que je dirais? Un ami de ma famille essaie d'entrer chez moi. Il a des fleurs. Il veut parler. Est-ce qu'il me prendrait au sérieux? Et puis le bruit s'est arrêté. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai entendu l'ascenseur. J'ai entendu le silence revenir. J'ai attendu 1 heure avant de bouger. Avant d'allumer la lumière. Avant de regarder par le Judas. Le bouquet de fleurs était posé devant ma porte, avec une nouvelle lettre. Je ne l'ai pas ramassé. Je l'ai laissé là, toute la nuit. Le lendemain matin, je l'ai jeté sans l'ouvrir. Je ne voulais pas savoir ce qu'il avait écrit. Mais les visites ont continué. 1 fois par semaine, parfois 2, toujours le soir, toujours avec des fleurs, toujours avec des lettres. Je ne répondais jamais. Mais il savait que j'étais là. Il le disait à travers la porte. Je t'entends respirer, Marion. Je sais que tu es juste derrière. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu as peur de moi? Je ne te veux que du bien. Je t'ai toujours voulu du bien. Et puis en décembre, le 15 décembre exactement, quelque chose a changé. J'étais au collège, en plein cours, 3e C. On étudiait Molière. Mon téléphone a vibré. Un message, d'un numéro inconnu. Si tu ne me parles pas, je serai obligée de parler à ta mère. Je lui dirai tout, Marion. Notre histoire, notre amour. Comment tu m'as séduit? Comment tu m'envoies des signaux depuis des années? Elle sera déçue. Elle sera blessée. Mais au moins, elle saura la vérité. J'ai lu ce message 3 fois, 4 fois, en essayant de comprendre. Il me menaçait, clairement, ouvertement. Si je ne cédais pas, il détruirait ma relation avec toi. Il te mentirait, il inverserait les rôles, il ferait de moi la coupable. Après le cours, je suis sortie dans la cour. J'ai appelé le numéro, il a décroché à la première sonnerie. Théo. Arrête. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Sa voix était douce. Trop douce. Marion. Ma belle Marion. Je ne veux pas te laisser tranquille. Je t'aime. Je t'ai toujours aimée. Depuis que tu es devenue une femme. Depuis ce jour où j'ai réalisé que tu n'étais plus une enfant. Que tu étais parfaite. Que tu étais à moi. Je ne suis pas à toi. Je ne l'ai jamais été. Je ne le serai jamais. Il a ri. Ce rire qui me donnait envie de mourir. Oh Marion, tu ne comprends pas encore. Mais tu comprendras, quand tu seras prête. Quand tu arrêteras de lutter contre ce que tu ressens vraiment. Je ne ressens rien pour toi. Rien que du dégoût, de la haine, de la peur. Silence. Puis sa voix a changé, plus froide, plus dure. Fais attention à ce que tu dis, Marion. Tu ne voudrais pas que ta mère apprenne des choses désagréables. Tu ne voudrais pas qu'elle sache que sa fille parfaite n'est pas si parfaite que ça. Qu'est-ce que tu veux, Théo? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux juste un dîner, toi et moi, quelque part tranquille, pour parler, pour qu'on trouve un arrangement. Si tu acceptes, je te laisse tranquille après, je te le promets. Mais si tu refuses, j'irai voir ta mère dimanche prochain, et je lui raconterai ma version. Celle où tu es l'agresseur. Celle où tu as essayé de briser mon amitié avec ta famille parce que je ne voulais pas de toi. J'étais piégée, complètement piégée. Si je refusais, il te mentirait. Si j'acceptais, je me mettais en danger. J'ai dit oui, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Parce que j'espérais encore que je pourrais le raisonner, lui faire comprendre qu'il devait arrêter. On s'est donné rendez-vous le 20 décembre, dans un restaurant en dehors de Reims, un endroit où personne ne nous connaîtrait. Il a dit qu'il viendrait me chercher chez moi. J'ai dit non. Je le retrouverai là-bas. Marion s'arrête de parler. Elle pleure maintenant. Vraiment. Ses épaules tremblent. Son visage est enfoui dans ses mains.
Je me lève. Je m'assois sur le lit. Je la prends dans mes bras. Cette fois, elle ne me repousse pas. Elle se laisse aller contre moi, comme quand elle était petite, comme quand elle avait peur de l'orage. Ma petite fille, ma pauvre petite fille. Vous qui m'écoutez. Vous qui êtes encore là. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que vous avez peut-être envie d'arrêter. Mais s'il vous plaît, restez. Parce que ce que je vais vous dire maintenant est important. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Quelle ville, quel pays, quelle heure il est chez vous. Parce que ces choses-là arrivent partout, à toute heure, dans toutes les villes. Et plus on en parle, plus on peut protéger nos enfants. Laissez un like si vous pensez que cette histoire doit être entendue. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Une histoire qui pourrait aider quelqu'un, qui pourrait sauver quelqu'un. Maintenant, laissez-moi continuer. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ce soir du 20 décembre. Marion se redresse. Elle essuie ses larmes. Elle prend une gorgée d'eau. Elle me regarde. Je suis allée à ce dîner, maman. Parce que je pensais que je n'avais pas le choix. Parce que je voulais le convaincre d'arrêter. Parce que j'étais naïve. Le restaurant était à 20 kilomètres de Reims. Un petit endroit familial, chaleureux. Des nappes à carreaux rouges, des bougies sur les tables, de la musique douce. Théo était déjà là quand je suis arrivée. Il portait un costume sombre, une chemise blanche. Il s'était rasé. Il sentait l'eau de Cologne. Il souriait. Il s'est levé quand il m'a vue. Il a voulu m'embrasser sur les joues. Je me suis reculée. Je me suis assise en face de lui, le plus loin possible. Le serveur est venu. Théo a commandé du vin. J'ai dit que je ne buvais pas. Il a insisté. Juste un verre, pour détendre l'atmosphère. J'ai accepté. Une erreur. Pendant le repas, il a parlé. Beaucoup. De sa vie, de son travail, de sa solitude. Il a dit qu'il n'avait jamais trouvé quelqu'un qui le comprenne vraiment, que toutes les femmes qu'il avait rencontrées étaient superficielles, qu'elles ne voyaient pas qui il était vraiment. Mais toi, Marion, toi tu me vois, tu m'as toujours vue. Depuis que tu es petite, tu as toujours été spéciale, différente, faite pour moi. J'ai dit qu'il se trompait, que je ne le voyais pas comme ça, que je ne l'avais jamais vu comme ça, qu'il fallait qu'il arrête de s'inventer une histoire qui n'existait pas. Il a froncé les sourcils. Il a rempli mon verre de vin à nouveau. J'avais à peine touché au premier. Il a dit que je devais me détendre, que j'étais trop tendue, que j'avais besoin de lâcher prise. J'ai commencé à me sentir bizarre. Ma tête tournait. Mes membres étaient lourds. Je me suis dit que c'était le stress, la fatigue. Mais maintenant je sais, il avait mis quelque chose dans mon verre. Non. Non, Marion. Non. Si, maman. Il l'a fait. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Mais après, quand j'ai reconstitué la soirée, quand j'ai repensé à chaque détail, c'était évident. Le serveur avait apporté le vin. Théo avait servi. J'avais détourné le regard une seconde pour regarder le menu. C'est tout ce qu'il lui fallait. Je ne me souviens pas de la fin du repas. Je me souviens de m'être levée, de tituber. Théo qui me tenait par le bras, qui disait au serveur que j'avais trop bu, que j'étais fatiguée, qu'il allait me raccompagner. Je me souviens d'être montée dans sa voiture, de m'être allongée sur le siège, de fermer les yeux, de ne plus pouvoir bouger, puis plus rien. Le noir complet. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit. Pas le mien. Une chambre que je ne connaissais pas. Les rideaux étaient fermés. Une faible lumière passait entre les fentes. Il faisait jour. J'avais mal à la tête, mal partout. J'ai regardé sous la couverture. J'étais en sous-vêtements. Mes vêtements étaient pliés sur une chaise. Je me suis levée. J'ai vomi. Dans une poubelle près du lit. J'ai titubé jusqu'à la porte, fermée à clé. J'ai frappé. J'ai crié. « Ouvrez! Laissez-moi sortir! Où est-ce que je suis ?» J'ai entendu des pas. La clé dans la serrure. La porte qui s'ouvre. Théo. En peignoir. Souriant. « Bonjour ma belle. Tu as bien dormi. Tu étais tellement fatiguée hier soir. Je t'ai mise au lit. Tu t'en souviens ? Non, non, je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Je ne t'ai rien fait, Marion. Tu as trop bu. Tu t'es endormie.
Je t'ai ramené chez moi parce que je ne savais pas où tu habitais exactement. Je t'ai mise dans la chambre d'amis. J'ai dormi sur le canapé. J'ai été un gentleman. Menteur. Tu mens. Rends-moi mes vêtements. Laisse-moi partir. Il a souri. Ce sourire horrible. Bien sûr. Tu peux partir. Mais d'abord on va prendre un petit déjeuner. J'ai fait du café. Des croissants. On va discuter calmement. Je ne veux pas discuter. Je veux partir. Marion. Si tu pars maintenant, si tu t'en vas comme ça, je serai obligée de dire à ta mère ce qui s'est vraiment passé hier soir. Comment tu es venue chez moi. Comment tu t'es déshabillée. Comment tu m'as supplié de rester avec toi. Je serai obligée de lui montrer les photos. Les photos. Mon sang s'est glacé. Quelle photo, Théo? Quelle photo? Il a sorti son téléphone. Il m'a montré l'écran. Des photos de moi, dans le lit, endormie, en sous-vêtements. Des photos qui avaient l'air compromettantes, qui racontaient une histoire que je ne voulais pas raconter. Tu es malade. Tu es un monstre. Il a rangé son téléphone, peut-être, mais ta mère ne le saura jamais. Si tu es gentil avec moi, si tu arrêtes de me repousser, si tu acceptes ce qui se passe entre nous. J'ai compris à ce moment-là. Il n'y aurait pas d'échappatoire. Il avait tout planifié, tout calculé. Il me tenait, complètement. Je suis restée. J'ai bu ce café. J'ai mangé ce croissant, en tremblant, en pleurant en silence. Et il parlait, il souriait. Il faisait comme si tout était normal. Puis, il m'a raccompagnée chez moi. Il m'a déposée devant mon immeuble. Il m'a embrassée sur la joue. Il a dit à bientôt, Marion. On va être heureux maintenant. Je suis montée dans mon studio. J'ai fermé la porte. Je me suis effondrée. Et c'est ce jour-là, maman. Ce 20 décembre 2023, que tout a changé. Parce qu'un mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Le monde s'arrête à nouveau. Enceinte. Marion enceinte de Théo. Marion enceinte de cet homme. De ce monstre. Comment est-ce que c'est possible? Elle a dit qu'il ne s'était rien passé. Qu'elle ne se souvenait pas. Marion lit mes pensées. Elle dit « Je ne me souviens pas, maman. Je ne saurai jamais exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, pendant que j'étais inconsciente, pendant que j'étais droguée. Mais le test de grossesse ne ment pas. Le médecin ne ment pas. J'étais enceinte. De 3 semaines. Ce qui correspond exactement à cette nuit. Je ne peux pas respirer. Il y a un poids sur ma poitrine qui m'écrase. Mon cœur bat trop vite. Mes mains tremblent. Je vais faire une crise cardiaque. Je vais mourir ici, dans cette chambre d'hôpital. Marion me prend la main. Elle appuie sur le bouton d'appel. Une infirmière arrive. Elle me prend la tension. Elle dit que c'est trop élevé, qu'il faut que je me calme. Elle me donne un verre d'eau, un cachet. Elle dit que si ça continue, elle devra appeler un médecin. Je respire. Lentement. Profondément. Le cachet commence à faire effet. Mon cœur ralentit. Mes mains arrêtent de trembler. L'infirmière part. Marion et moi, on reste là. Dans le silence. Dans l'horreur de ce qu'elle vient de me dire. Finalement, je demande. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quand tu as découvert? Pourquoi tu as attendu? Parce que j'avais honte, maman. Parce que je ne savais pas quoi faire. Parce que j'espérais que ce n'était pas vrai. Que c'était une erreur. Que le test se trompait. Mais il ne se trompait pas. Alors j'ai pris rendez-vous chez le médecin, en janvier, pour confirmer. Et c'était confirmé. Enceinte de 6 semaines, le médecin m'a demandé si je voulais garder le bébé. J'ai dit que je ne savais pas. Il m'a donné des brochures, des numéros à appeler. Il m'a dit de prendre mon temps, de réfléchir. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré pendant des jours, des semaines. Je ne savais pas quoi faire. Garder ce bébé signifiait garder un lien avec Théo pour toujours. Mais ne pas le garder signifiait tuer une partie de moi. Une partie innocente qui n'avait rien demandé. J'ai décidé de le garder. Parce que malgré tout, c'était mon bébé. Mon enfant. Pas le sien. Le mien. Mais je ne pouvais pas te le dire, maman. Parce que tu aurais posé des questions. Tu aurais voulu savoir qui était le père. Et je ne pouvais pas te dire. Je ne pouvais pas. Alors j'ai continué ma vie. J'enseignais.
Je cachais mon ventre qui commençait à s'arrondir. Je portais des vêtements amples. J'évitais les regards, j'évitais les questions. Et Théo, il ne savait rien. Je ne l'avais pas revu depuis ce matin où il m'avait ramené chez moi. Je ne répondais pas à ses messages. Je ne décrochais pas quand il appelait. Je ne venais plus au déjeuner du dimanche. Je t'inventais des excuses, maman. Du travail, de la fatigue, une grippe qui n'en finissait pas. Mais hier, le 22 janvier, quelque chose s'est passé. J'ai commencé à saigner. Beaucoup. Des douleurs terribles dans le ventre. J'ai su immédiatement ce que c'était. Fausse couche. J'ai appelé les urgences. L'ambulance est venue. On m'a emmenée à l'hôpital. Et pendant le trajet, pendant que les médecins me posèrent des questions, pendant que je perdais mon bébé, j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais plus mentir. Je ne pouvais plus me taire. Je ne pouvais plus protéger un homme qui ne méritait pas d'être protégé. Alors, je t'ai appelé maman, à 4 heures du matin, et je t'ai dit de venir, parce qu'il était temps de dire la vérité, temps de tout raconter, temps d'arrêter de porter ce poids toute seule. Marion se tait. Elle a tout dit, tout raconté. 17 ans de silence, 17 ans de mensonges, 17 ans de douleur. Et moi je suis là, assise sur ce lit d'hôpital, à côté de ma fille, à essayer de comprendre comment j'ai pu être aussi aveugle, aussi stupide, aussi naïve. Théo Marchand, l'homme que j'aimais comme un frère, l'homme en qui j'avais confiance, l'homme que j'invitais chez moi tous les dimanches, c'était un prédateur, un violeur, un monstre, et je ne l'ai pas vu. Le jour se lève complètement maintenant. Par la fenêtre de la chambre d'hôpital, je vois Reims qui se réveille, les toits gris, la cathédrale au loin, le ciel qui passe du gris au blanc sale. Une nouvelle journée. Mais rien ne sera plus jamais pareil. Marion s'est endormie, épuisée d'avoir tout raconté. Je la regarde, son visage pâle contre l'oreiller blanc, ses cheveux en désordre, les cernes sous ses yeux. Ma petite fille qui n'est plus petite, qui n'a jamais vraiment été petite, qui a dû grandir trop vite, trop durement. J'ai 78 ans. J'ai cru avoir tout vu, tout vécu. La guerre froide, mai 68, le choc pétrolier, le sida, le 11 septembre, les attentats de Paris. J'ai cru que plus rien ne pouvait me choquer. Mais ça, ce que Marion vient de me raconter, ça dépasse tout. Je sors de la chambre. J'ai besoin d'air. Je descends au rez-de-chaussée. Je sors dans le petit jardin de l'hôpital. Il fait froid. Je n'ai pas mon manteau, mais je m'en fiche. Le froid me fait du bien. Il me rappelle que je suis vivante, que je peux encore sentir quelque chose. Je m'assois sur un banc. Je sors mon téléphone. Mes mains tremblent. Je regarde le répertoire. Théo Marchand. Son nom est là, avec une petite icône. Une photo de lui que j'avais prise il y a 2 ans. Un déjeuner chez moi. Il souriait. Il tenait un verre de vin. Il avait l'air heureux. Je fixe cette photo. Cet homme que je croyais connaître. Cet homme qui était mon ami depuis 40 ans. Depuis mon mariage. Depuis la naissance de Marion. Depuis toujours. Qui es-tu vraiment, Théo Marchand? Je compose son numéro. Sans réfléchir. Mon doigt appuie sur l'écran. Ça sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il décroche. Anne-Claire. Quelle surprise. Il est tôt. Tout va bien. Sa voix. Cette voix que j'ai entendue 1000 fois, 10 000 fois. Autour de ma table, dans mon salon, au téléphone. Cette voix qui me rassurait, qui me réconfortait, qui me mentait. Théo, il faut qu'on parle. Bien sûr. De quoi? Tu as l'air bizarre. Quelque chose ne va pas. Marion est à l'hôpital. Silence. Puis, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien. C'est grave. Il joue bien. Très bien. L'inquiétude dans la voix. L'ami dévoué qui s'inquiète pour la fille de sa meilleure amie. Elle a fait une fausse couche, Théo. Nouveau silence. Plus long cette fois. Je l'entends respirer. Fort, irrégulier. Une fausse couche. Marion était enceinte. Je ne savais pas. Elle ne m'avait rien dit, pauvre petite. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Elle m'a tout raconté, Théo. Sa respiration s'arrête. Un battement. 2 battements. 3 battements. Puis, racontez quoi, Anne-Claire?
De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Tout. Depuis le début. Depuis qu'elle avait 16 ans. Tout ce que tu lui as fait. Tout ce que tu nous as fait. Sa voix change. Plus de chaleur. Plus d'amitié. Juste du froid. Du calcul. Anne-Claire. Je ne sais pas ce que Marion t'a raconté. Mais écoute-moi bien. Ta fille ne va pas bien. Elle n'a jamais très bien été. Depuis la mort de Jean, elle est fragile, instable. Tu le sais. Elle invente des choses. Elle se fait des films. Elle a besoin d'aide. D'un psychiatre, peut-être. C'est comme ça que tu vas jouer. Tu vas la faire passer pour folle. Je ne la fais passer pour rien. Je dis juste la vérité. Marion a toujours eu des problèmes. Elle était obsédée par moi quand elle était adolescente. Elle me suivait, elle m'écrivait des lettres, elle me faisait des cadeaux. C'était gênant. Mais je ne voulais rien dire pour ne pas te blesser, pour ne pas détruire notre amitié. Tu mens et tu le sais. Il rit. Ce rire que Marion a décrit, horrible, glacial. Prouve-le, Anne-Claire. Prouve que je mens. C'est ta fille contre moi. Une fille instable qui vient de perdre un bébé dont on ne connaît même pas le père contre un homme respectable qui a été là pour vous pendant 40 ans. Qui va te croire à ton avis? Les gens me croiront parce que je vais aller à la police. Je vais tout leur dire. Tout. Va à la police. Raconte-leur ton histoire. Ils te demanderont des preuves. Tu en as. Des photos. Des messages. Des témoins. Quelque chose. N'importe quoi. Il a raison. On n'a rien. Juste la parole de Marion. Et la mienne qui ne vaut rien parce que je n'ai rien vu. Rien su. Mais il y a les photos. Marion a dit qu'il avait pris des photos d'elle. Cette nuit de décembre. Comme s'il lisait dans mes pensées, il dit. Et ne compte pas sur les photos que Marion prétend que j'ai. Elles n'existent pas. Ou si elles existaient, je les ai effacées depuis longtemps. Il n'y a rien. Aucune preuve. Rien que les délires d'une femme perturbée. Je vais te détruire, Théo. D'une façon ou d'une autre, je vais te détruire. Essaie, Anne-Claire. Essaie. Mais souviens-toi, tu n'as que 78 ans. Tu es vieille, fatiguée, tu as des problèmes de santé, des problèmes de mémoire parfois. Qui va croire une vieille femme qui raconte des histoires sur son plus vieil ami? Un ami qui a toujours été là, qui a payé tes factures, qui t'a soutenu, qui t'a aimé. Il raccroche. Je reste là. Le téléphone dans la main. Le cœur qui bat si fort que j'ai peur qu'il explose. Il a raison. On n'a rien. Aucune preuve. C'est notre parole contre la sienne. Et dans ce genre de bataille, c'est toujours la victime qui perd. Mais je ne vais pas abandonner. Je ne peux pas. Je rentre dans l'hôpital. Je remonte à la chambre de Marion. Elle est réveillée. Elle me regarde entrer. Tu l'as appelé. Je le vois sur ton visage. Oui, je l'ai appelé. Il nie tout. Il dit que tu es instable, que tu inventes, que personne ne te croira. Je sais, maman. Je m'y attendais. C'est pour ça que je ne voulais rien dire. Parce que je savais que ça se passerait comme ça. On va trouver un moyen, Marion. On va trouver des preuves. On va le faire payer. Elle secoue la tête. Quelle preuve, maman? Il a tout effacé, tout détruit. Il est trop intelligent, trop prudent. Il y a forcément quelque chose. Des témoins, des gens qui ont vu, qui ont remarqué. Qui, maman? Qui aurait remarqué? Toi, tu n'as rien vu. Papa n'a rien vu avant de mourir. Nos voisins, nos amis. Personne n'a rien vu. Parce qu'il était trop bon, trop discret, trop parfait. Je m'assois, je réfléchis. Il doit y avoir quelque chose, quelqu'un. Et puis je me souviens. Un détail, un tout petit détail. Quelque chose que Marion a dit. Le restaurant. Le 20 décembre. Il t'a emmené dans un restaurant. Il y avait un serveur. Des caméras peut-être. Des traces de la transaction. De la carte bancaire. Marion me regarde. Ses yeux s'illuminent légèrement. C'est vrai. Il a payé avec sa carte. Je m'en souviens. Le serveur a apporté le terminal. Théo a inséré sa carte. J'ai vu son nom sur l'écran. Quel restaurant, Marion? Tu te souviens du nom? Elle ferme les yeux. Elle réfléchit.
Le vieux moulin. C'était écrit sur les nappes, sur les menus. Le vieux moulin. À Bétheny, je crois, ou Cormontreuil, un village près de Reims. Je note. Le vieux moulin. Bétheny ou Cormontreuil. 20 décembre 2023. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Je vais y aller. Je vais parler au propriétaire, au serveur. Je vais demander s'ils se souviennent, s'ils ont des caméras, des enregistrements, n'importe quoi. Marion secoue la tête. Ça fait plus d'1 mois, maman. Ils ne se souviendront pas. Et même s'ils se souviennent, qu'est-ce que ça prouve? Que Théo et moi, on a dîné ensemble. Ce n'est pas un crime. Elle a raison encore une fois. Mais je dois essayer. Je dois faire quelque chose. Vous qui me regardez maintenant, vous qui êtes arrivés jusqu'ici dans cette histoire terrible, je veux vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été dans cette situation? Quelqu'un qui a essayé de dénoncer, qui a essayé de se battre contre quelqu'un de plus puissant, de plus crédible? Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'ils ont gagné? Dites-le moi dans les commentaires. D'où vous regardez? Quelle heure il est? Parce que j'ai besoin d'espoir. J'ai besoin de savoir que c'est possible, que la justice existe encore. Laissez un like si vous pensez qu'on peut encore gagner. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici tous les jours. Et peut-être que demain, je pourrai vous raconter comment on a gagné, comment on l'a fait payer. Maintenant, laissez-moi continuer. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Je quitte l'hôpital. Je monte dans un taxi. Je donne l'adresse. Bétheny, le vieux moulin. Le chauffeur connaît. C'est un petit restaurant familial. Il y va parfois le dimanche avec sa femme. Bonne cuisine, prix raisonnable, ambiance chaleureuse. On roule. Je regarde par la fenêtre. Reims défile. Les rues que je connais par cœur. La ville où j'ai vécu toute ma vie. La ville où ma fille a été martyrisée pendant 17 ans sans que je le sache. Comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle? Le taxi s'arrête. Nous sommes devant le vieux moulin. Un bâtiment en pierre. Des volets verts. Une terrasse fermée pour l'hiver. Une enseigne en bois peint. Je paie. Je descends. J'entre. Il est 9 heures du matin. Trop tôt pour le service du déjeuner. Mais la porte est ouverte. Une femme d'une 50aine d'années nettoie les tables. Elle lève les yeux quand elle m'entend. « Bonjour madame, on n'ouvre qu'à midi. Vous voulez réserver ?»« Non. Je voudrais parler au propriétaire, c'est important. » Elle me regarde. Elle voit quelque chose sur mon visage. La fatigue, le désespoir, la détermination. Elle pose son chiffon. « C'est moi la propriétaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je m'approche. Je cherche mes mots. Comment est-ce qu'on explique ça à une inconnue? Ma fille. Elle est venue ici le 20 décembre, pour dîner, avec un homme. Je pense qu'il lui a fait quelque chose, qu'il a mis quelque chose dans son verre. Et j'ai besoin de savoir si vous vous souvenez, si vous avez vu quelque chose. N'importe quoi. La femme fronce les sourcils. Le 20 décembre. C'était il y a plus d'1 mois. On a beaucoup de clients, madame. Je ne peux pas me souvenir de tout le monde. S'il vous plaît, c'est important. C'est une question de justice. Ma fille a été droguée, violée, et cet homme va s'en sortir si je ne trouve pas de preuves. La femme s'assoit. Elle me fait signe de m'asseoir aussi. Elle réfléchit. Le 20 décembre. C'était un mercredi, un soir calme. Pas beaucoup de monde. Attendez. Je vais chercher le registre des réservations. Elle se lève, elle va derrière le comptoir, elle sort un grand cahier, elle le feuillette. 20 décembre. Voyons. Table pour 2. Monsieur Marchand. Réservation faite le matin même. Arrivée à 20 heures. Départ vers 22h30. Marchand. C'est lui. Théo Marchand. Vous vous souvenez de lui, de ma fille, de ce qui s'est passé. La femme ferme les yeux. Elle essaie de se rappeler. Un homme d'une 60aine d'années. Grand. Cheveux gris. Bien habillé. Une jeune femme avec lui. Blonde. Jolie. Elle avait l'air mal à l'aise. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle ne mangeait presque pas. C'est elle. C'est Marion. L'homme était très attentionné. Il remplissait son verre. Il commandait pour elle. Il souriait beaucoup. Mais maintenant que vous le dites,
Il y avait quelque chose qui ne collait pas. La jeune femme avait l'air. Peur. Oui, c'est ça. Elle avait peur de lui. Vous avez des caméras, des enregistrements. Elle secoue la tête. Non. On n'a pas de caméra. On n'en a jamais eu besoin. C'est un petit restaurant familial. On connaît nos clients. Mon cœur se serre. Pas de caméra, pas de preuves vidéo. Mais attendez. Mon fils était de service ce soir-là. Il était serveur. C'est lui qui s'est occupé de leur table. Il se souviendra peut-être mieux que moi. Votre fils. Il est là. Je peux lui parler. Pas maintenant. Il travaille dans une école primaire la journée. Il ne vient que le soir. Mais je peux lui demander de vous rappeler. Donnez-moi votre numéro. Je lui donne mon numéro. Elle le note. Elle promet qu'il m'appellera dans la journée. Je la remercie. Je sors. Je remonte dans un taxi. Direction l'hôpital. Quand j'arrive, Marion est assise dans le lit. Elle mange un plateau repas, toast, confiture, café. Elle lève les yeux vers moi. Alors. Le restaurant existe. La propriétaire se souvient vaguement. Pas de caméra. Mais son fils était serveur ce soir-là. Il va me rappeler. Marion hoche la tête. Elle ne dit rien. Elle n'a plus d'espoir. Je le vois dans ses yeux. On reste là, en silence, à attendre. Mon téléphone sur la table de nuit, à côté du verre d'eau, à côté des médicaments. Les heures passent, 11h, midi, 13h. À 14h15, le téléphone sonne. Je décroche. Allô. Bonjour madame. C'est Lucas Bertin. Ma mère m'a demandé de vous appeler. À propos du 20 décembre. Oui, merci de rappeler. Vous vous souvenez de ce soir-là, d'un homme avec une jeune femme. Je me souviens très bien, madame, parce que quelque chose m'a dérangée. La jeune femme. Elle n'allait pas bien, elle titubait, elle avait les yeux vitreux. J'ai pensé qu'elle avait trop bu. Mais elle n'avait presque pas touché à son verre. C'était bizarre. Vous avez vu l'homme faire quelque chose, mettre quelque chose dans son verre. Silence. Puis, maintenant que vous le dites, oui, peut-être. Il y a eu un moment. J'étais allée chercher les plats en cuisine. Quand je suis revenue, il était penché sur la table. Sa main était au-dessus du verre de la jeune femme. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai rien dit. Ce n'est pas mon rôle de surveiller les clients. Vous seriez prêt à témoigner, à dire ça à la police. Nouveau silence. Plus long. Puis, oui, si ça peut t'aider, si cette jeune femme a vraiment été droguée, oui, je témoignerai. Mon cœur explose. Un témoin. On a un témoin. Merci. Merci infiniment. Je vais à la police maintenant. Ils vous contacteront. Je raccroche. Je regarde Marion. Ses yeux sont pleins de larmes. Mais cette fois, ce sont des larmes d'espoir. On a un témoin, Marion. Un serveur qui a vu Théo penché sur ton verre, qui trouvait ça bizarre, qui est prêt à parler. Elle se met à pleurer, vraiment. Des sanglots qui viennent du fond d'elle-même, des sanglots de soulagement, de libération. Je la prends dans mes bras, je la berce, comme quand elle était petite, comme quand elle avait mal, comme quand elle avait besoin de moi. Cette fois, je serai là, cette fois, je la protégerai, cette fois, je ne la laisserai pas tomber. On va le faire payer, Marion, je te le promets, on va le faire payer. Faites votre enquête, capitaine, interrogez Théo Marchand, creusez son passé. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose. Parce qu'un homme comme ça ne s'arrête pas à une seule victime. Il y en a d'autres. J'en suis certaine. Le capitaine hoche la tête. Vous avez peut-être raison. On va voir. En attendant, mademoiselle Dubois, je vais prendre votre déposition officielle. Ça va prendre du temps. Vous vous sentez capable. Marion essuie ses larmes. Oui, je suis capable. Je veux le faire. Je dois le faire. On reste au commissariat pendant 4 heures. Marion raconte encore, en détail. Le capitaine tape sur son ordinateur, il pose des questions, il demande des précisions, des dates, des lieux, des noms. Marion répond à tout, patiemment, courageusement. À 18h, c'est fini. La déposition est signée. Le capitaine nous raccompagne à la sortie. Il dit qu'il nous tiendra au courant, qu'il va commencer l'enquête dès demain, qu'il va tout faire pour que justice soit rendue.
On sort. Il fait nuit maintenant. Le froid de janvier nous saisit. Marion se blottit contre moi. On marche jusqu'à l'arrêt de bus. On monte. On rentre chez moi. Parce que je ne veux pas que Marion soit seule ce soir. Parce qu'elle a besoin de moi. Parce que j'ai besoin d'elle. À la maison, je prépare du thé. On s'assoit dans le salon, sur le canapé où Théo s'asseyait tous les dimanches, où il souriait, où il mentait. Je regarde ce canapé et je le déteste. Demain, je vais m'en débarrasser. Je vais le brûler si je peux. Marion boit son thé. Elle est épuisée, vidée, mais il y a quelque chose de différent dans ses yeux. Un soulagement, un poids en moins. Elle a parlé. Elle a dit la vérité. Elle n'est plus seule avec son secret. Maman. Merci. Merci de m'avoir cru. Merci d'être là. Merci de te battre pour moi. Je la prends dans mes bras. Ma petite fille. Mon bébé. Tu n'as pas à me remercier, Marion. C'est moi qui devrais te demander pardon. Pardon de ne pas avoir vu. Pardon de ne pas avoir su. Pardon de t'avoir laissé souffrir pendant si longtemps. Ce n'est pas ta faute, maman. Tu ne pouvais pas savoir. Il était trop bon menteur, trop manipulateur, personne n'aurait pu voir. Mais j'aurais dû. Je suis ta mère. J'aurais dû sentir que quelque chose n'allait pas. On pleure ensemble, longtemps, en se tenant serrés, en laissant sortir toute cette douleur, toute cette culpabilité, toute cette rage. Puis Marion s'endort, sur le canapé, la tête sur mes genoux. Je caresse ses cheveux, comme quand elle était petite, comme quand elle faisait des cauchemars, et je me fais une promesse. Je ne laisserai pas Théo s'en sortir. D'une façon ou d'une autre, je le ferai payer. Les jours suivants se succèdent dans une sorte de brouillard. Le capitaine Renaud nous appelle. Théo a été convoqué au commissariat. Il est venu avec un avocat. Il a nié toutes les accusations. Il a dit que Marion était instable, qu'elle avait toujours été bizarre, qu'elle inventait des histoires pour attirer l'attention. Son avocat a menacé de porter plainte pour diffamation. Mais le capitaine Renaud ne lâche pas. Il enquête, il fouille dans le passé de Théo, il contacte d'anciennes connaissances, d'anciennes collègues. Il cherche d'autres victimes, et il en trouve une. 2 semaines après notre dépôt de plainte, le capitaine nous convoque à nouveau. Il a quelque chose à nous dire, quelque chose d'important. On se retrouve dans le même bureau. Le capitaine a un dossier devant lui. Il est plus épais qu'avant. Il nous regarde avec quelque chose qui ressemble à de la satisfaction. Mademoiselle Dubois. Madame Dubois. J'ai une bonne nouvelle. Enfin bonne dans le sens où ça va aider votre affaire. J'ai retrouvé une autre victime de Théo Marchand. Marion se redresse. Une autre victime. Qui? Une femme de 45 ans. Elle s'appelle Sophie Lemoine. Elle travaillait dans la même entreprise que M. Marchand il y a 20 ans. Elle était stagiaire. Elle avait 25 ans à l'époque. Il était son tuteur et il l'a agressée. Oui, plusieurs fois, sur une période de 6 mois. Elle n'avait jamais porté plainte parce qu'elle avait peur. Peur de perdre son stage, peur de ne pas être crue. Mais quand je l'ai contactée dans le cadre de mon enquête, elle a tout raconté et elle est prête à témoigner. Mon cœur bat plus vite. Une autre victime. Une autre femme qui a souffert à cause de Théo. C'est horrible. Mais ça prouve qu'on a raison. Que Marion ne ment pas. Que Théo est bien ce qu'on dit qu'il est. Un prédateur. Il y en a d'autres, capitaine. J'en suis sûre. Le capitaine hoche la tête. Je pense aussi. Je continue à chercher. J'ai contacté toutes les personnes qui ont travaillé avec lui. Toutes les familles qu'il fréquentait. Je vais trouver. Ça prend du temps, mais je vais trouver. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, avec 2 témoignages et le témoignage du serveur du restaurant, le procureur va probablement décider de poursuivre. Monsieur Marchand va être mis en examen. Peut-être placé en garde à vue. Ça dépend de l'évaluation du risque de fuite et de récidive. Il va aller en prison. Peut-être. Ou peut-être qu'il sera placé sous contrôle judiciaire en attendant le procès. Ça peut prendre des mois, des années même. Mais l'important, c'est qu'il va répondre de ses actes. On sort du commissariat. Marion pleure. Mais cette fois, ce sont des larmes de soulagement. On avance, lentement, difficilement. Mais on avance. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes encore là, je veux vous dire quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un qui est passé par là,
quelqu'un qui a été victime, quelqu'un qui a peur de parler. Dites-lui qu'il n'est pas seul. Dites-lui que la justice existe encore, que c'est long, que c'est dur, mais que ça vaut la peine. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, de quelle ville, de quel pays, parce que ces histoires arrivent partout. Et plus on en parle, plus on peut aider. Laissez un like si vous pensez que cette histoire doit être entendue. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici tous les jours. Une histoire qui peut changer une vie, qui peut sauver une vie. Et maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. Laissez-moi vous dire comment ça s'est terminé. 3 mois passent. Mars 2024. Le printemps arrive. Les arbres bourgeonnent, les jours rallongent. Et nous, on attend. On attend que la justice suive son cours. Le capitaine Renaud a trouvé 2 autres victimes. 4 femmes au total, 4 vies brisées par Théo Marchand, 4 témoignages qui se ressemblent. Le même schéma, la même manipulation, la même violence déguisée en amour. Théo a été mis en examen pour viol avec administration de substances, pour agression sexuelle, pour harcèlement. Son avocat a demandé un non-lieu. Le juge a refusé. Théo est placé sous contrôle judiciaire. Interdiction de contacter les victimes. Interdiction de quitter le département. Remise du passeport. Marion va mieux, physiquement. Elle a repris le travail, elle enseigne à nouveau. Elle sourit parfois, mais la nuit, elle fait encore des cauchemars. La nuit, elle se réveille en sueur, en tremblant, en appelant à l'aide. Elle vit chez moi maintenant, dans sa chambre d'enfant, celle qu'elle a quittée à 18 ans. On a tout réaménagé. On a repeint les murs, on a changé les meubles. On a fait de cette chambre un nouveau sanctuaire, un endroit sûr, un endroit où Théo n'a jamais été. Moi aussi j'ai changé. Je ne suis plus la même femme. Je ne fais plus confiance facilement. Je questionne tout le monde. Je vois les signes que je ne voyais pas avant, les comportements étranges, les paroles ambiguës, les gestes déplacés. J'ai aussi rejoint un groupe de soutien pour les mères de victimes. On se retrouve tous les mardis soirs dans une salle municipale. On est une dizaine, des femmes comme moi, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas su, qui portent cette culpabilité. On parle, on pleure, on se soutient. Une femme m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit qu'on ne peut pas se reprocher de ne pas avoir vu l'invisible, que ces hommes-là sont des experts, qu'ils passent leur vie à perfectionner leur masque, que même les professionnels se font avoir. Alors comment est-ce qu'une mère pourrait voir ce qu'un psychologue ne voit pas? Ça m'a aidé. Un peu. Mais la culpabilité est toujours là, tapie au fond de moi, prête à ressurgir à chaque moment de faiblesse. En mai, le procureur nous convoque. Le procès aura lieu en septembre. Théo sera jugé devant la cour d'assises. Pour viol, pour agression sexuelle aggravée. Il risque 20 ans de prison. 20 ans. Ça paraît beaucoup. Mais pour Marion, c'est 17 ans de souffrance. 17 ans de silence. 17 ans volés. Alors 20 ans, ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que l'impunité. Marion commence une thérapie. Avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes, elle y va 2 fois par semaine. Au début, elle ne voulait pas. Elle disait qu'elle n'était pas folle, que c'était Théo le malade, pas elle. Mais je lui ai expliqué que la thérapie, ce n'est pas pour les fous, c'est pour les blessés, et qu'elle a le droit de guérir. Alors, elle y est allée. Et lentement, elle commence à aller mieux. Elle dort un peu mieux. Elle mange un peu plus. Elle rit parfois. Vraiment. Pas un rire forcé. Un vrai rire. En juin, elle rencontre quelqu'un. Un collègue professeur. Il s'appelle Julien. Il enseigne l'histoire. Il est doux, patient, respectueux. Quand Marion lui raconte son histoire, il ne fuit pas. Il ne la juge pas. Il reste. Il écoute. Il la soutient. Je suis heureuse pour elle. Heureuse qu'elle puisse encore faire confiance, encore aimer, encore espérer. En juillet, on apprend que Théo essaie de négocier. Son avocat propose un plaidé coupable. Théo admettrait les faits en échange d'une peine réduite. Le procureur refuse. Il veut un vrai procès. Il veut que tout soit dit, que tout soit entendu. Marion est soulagée. Elle veut parler. Elle veut que le monde sache.
Elle veut regarder Théo dans les yeux et dire tout ce qu'elle n'a jamais pu dire. Septembre 2024. Le procès commence. Le palais de justice de Reims. Une grande salle, des rangées de sièges, une estrade pour les jurés, un box pour l'accusé, des bancs pour les avocats. Théo entre. Il a maigri, il a vieilli. Ses cheveux sont plus gris, son visage est creusé. Il ne sourit plus. Il ne regarde personne. Il fixe le sol. Marion entre. Elle porte une robe simple, bleue. Ses cheveux sont attachés. Elle marche la tête haute. Elle s'assoit. Elle regarde Théo. Il ne lève pas les yeux. Cette femme m'a remercié. Elle a dit que j'avais sauvé sa fille. Mais ce n'est pas moi qui l'ai sauvée. C'est Marion. C'est son courage, sa volonté de parler, de témoigner, de transformer sa douleur en force. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2026. Il y a 1 an et 3 mois que le procès s'est terminé. Marion va bien. Vraiment bien. Elle et Julien parlent de se marier, d'avoir des enfants, de construire une famille, une vraie famille, basée sur l'amour, le respect, la confiance. Elle me dit parfois qu'elle a peur. Peur de ne pas être une bonne mère, peur de ne pas savoir protéger ses enfants, peur de répéter mes erreurs. Je lui dis qu'elle sera une mère extraordinaire, parce qu'elle sait. Elle sait ce que c'est que la douleur. Elle sait ce que c'est que le silence. Elle sait ce que c'est que le courage. Et elle transmettra tout ça à ses enfants. Je lui dis aussi que je n'ai pas fait que des erreurs, que j'ai aimé, que j'ai été là, que quand elle a finalement parlé, je l'ai cru. Je me suis battue. Je n'ai pas abandonné, et c'est ça que je veux que vous reteniez. Vous qui m'écoutez depuis le début. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Si quelqu'un vous dit qu'il souffre, croyez-le. Si un enfant change de comportement, regardez plus près. Si quelque chose vous dérange, même un tout petit peu, ne l'ignorez pas. Parce que le silence tue. Le silence protège les coupables. Le silence détruit les victimes. Mais la parole sauve. La parole libère, la parole guérit. Alors parlez, écoutez, croyez, agissez. Avant de vous laisser, j'ai une dernière chose à vous demander. Si vous avez vraiment regardé cette histoire du début à la fin, si vous avez vraiment écouté chaque mot, laissez-moi un commentaire avec le mot « croire ». Juste ce mot, « croire », parce que c'est ce qui a tout changé. Le fait que je l'ai cru, le fait que vous croyez les victimes, le fait qu'on arrête de douter, qu'on arrête de questionner, qu'on arrête de chercher des excuses aux bourreaux. Dites-moi aussi d'où vous regardez. De quelle ville, de quel pays, quelle heure il est chez vous. Parce que je veux savoir que ce message voyage, qu'il traverse les frontières, qu'il touche des cœurs partout dans le monde. Laissez un like si cette histoire vous a touché, si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a donné du courage. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici tous les jours. Une histoire de vie, de douleur, de résilience, d'espoir. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, avec les mères, les pères, les grands-parents, les enseignants, tous ceux qui ont des enfants dans leur vie. Parce que cette histoire pourrait sauver un enfant, pourrait ouvrir les yeux d'un parent, pourrait donner du courage à une victime. Marion m'a demandé de vous transmettre un message. Elle dit merci. Merci de l'avoir écouté. Merci de l'avoir cru. Merci d'être là. Elle dit que chaque vue, chaque like, chaque commentaire, c'est une victoire de plus contre le silence. C'est une lumière de plus dans l'obscurité. Et moi je vous dis ceci. J'ai 78 ans. J'ai vécu une longue vie. J'ai vu beaucoup de choses. Mais la plus importante que j'ai apprise, c'est que l'amour d'une mère peut tout surmonter. Même l'aveuglement, même la culpabilité, même la douleur. Quand Marion m'a dit la vérité cette nuit du 23 janvier, j'ai cru que mon monde s'effondrait, que je ne m'en remettrais jamais, que la honte me tuerait. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'était pas une fin. C'était un début. Le début de notre guérison, le début de notre justice, le début de notre nouvelle vie. Alors ne baissez jamais les bras. Ne perdez jamais espoir, parce que la vérité finit toujours par éclater. La justice finit toujours par arriver, et l'amour finit toujours par gagner.
Du fond du cœur de cette vieille grand-mère au vôtre, de la ville de Reims en France jusqu'à vous où que vous soyez. Prenez soin de vos enfants, protégez-les, écoutez-les, croyez-les, et n'oubliez jamais. Le silence est l'arme des bourreaux, la parole est l'arme des victimes. Utilisez votre voix, faites entendre la vérité, changez le monde. Un enfant à la fois, une histoire à la fois, une vie à la fois. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir cru. À demain pour une nouvelle histoire, une nouvelle vérité, un nouveau combat. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et n'oubliez jamais de croire.